Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, il me semble que Mélissa est au programme de notre chronique. C'est exact, Pierre-Emmanuel. Aujourd'hui, nous emmenons nos auditrices et auditeurs au cœur du monstre Mélissa, un ouragan exceptionnel qui a très durement touché l'ouest de la Jamaïque et dans une moindre mesure l'est de Cuba les 28 et 29 octobre dernier. Alors Mélissa est un ouragan de catégorie 5, n'est-ce pas ? C'est ça, en effet. Rappelons qu'il s'agit de la catégorie maximale sur l'échelle de Saffir-Simpson, l'échelle de référence pour les ouragans. C'est le 3e ouragan de catégorie 5 de la saison sur le bassin Atlantique Nord Caraïbes et c'est seulement la 2e fois où on observe au moins 3 ouragans de catégorie 5 sur ce bassin en une saison, après l'exceptionnelle année 2005 avec 4 ouragans. Juste avant son atterrissage, c'est le terme officiel utilisé par les météorologues lorsque l'œil du cyclone touche terre, on l'appelle landfall en anglais, eh bien, les avions de reconnaissance ont pu mesurer, grâce à des sondes lâchées à l'intérieur du monstre, des vents soutenus sur une minute à 295 km/h, le seuil de la catégorie 5 étant à 250, et des rafales à 320 km/h en surface. Une rafale à 405 km/h a même été relevée à 200 mètres d'altitude. Mais précisons d'emblée qu'il ne faut pas confondre ces valeurs avec celles mesurées par des anémomètres au sol qui, pour la plupart, ne résistent pas à de telles rafales de vent. Lors de l'exceptionnel ouragan Irma en 2017, un anémomètre positionné sur l'île française de Saint-Barthélemy a lâché l'affaire à 244 km/h. Pour finir, parlons un peu pression atmosphérique, puisque sur ce point également, il y a du lourd. Avant qu'il ne frappe le littoral ouest jamaïcain, une pression de 892 hectopascales a été retenue dans l'œil de Mélissa par les météorologues du NHC, le National Hurricane Center, une valeur tout à fait remarquable. Alors les valeurs que tu cites constituent-elles des records ? Eh bien, tout dépend de quoi on parle et notamment du paramètre retenu. S'intéresse-t-on uniquement aux valeurs de vent ou s'intéresse-t-on aussi à la pression atmosphérique ? Est-ce qu'on s'intéresse uniquement aux ouragans qui ont touché terre ou intègre-t-on les ouragans qui sont restés en mer durant l'intégralité de leur cycle de vie ? Eh bien, en ce qui concerne le vent, les 295 km/h de Mélissa le placent en 2e position des ouragans les plus intenses, à égalité avec Dorian, Wilma, Gilbert et l'ouragan dit du Labor Day en 1935, devant Irma et Milton et leurs 285 km/h, mais juste derrière les 305 km/h de l'ouragan Allen en 1980, précisant qu'il s'agit toujours du même bassin Atlantique Nord. Cependant, si on ne retient que les ouragans qui ont touché terre, alors les 295 km/h de Mélissa constituent un record en la matière à égalité avec l'ouragan du Labor Day et Dorian. Dorian qui, rappelons-le, a dévasté les Bahamas en 2019. Quant à la fameuse rafale à 405 km/h mesurée par une sonde, ce serait la rafale la plus violente jamais observée, tout bassin cyclonique confondu. En ce qui concerne la pression atmosphérique, avec ses 892 hectopascales, Mélissa est le 3e ouragan le plus creux après Wilma, record à 882 hectopascales, et Gilbert 888, mais détient désormais le record de l'ouragan le plus creux ayant touché terre, à égalité avec les tempêtes de 1935. Encore elle. Alors comment peut-on expliquer des valeurs de pression aussi basses ? Eh bien, rappelons à nos auditrices et auditeurs que de telles valeurs nous interpellent car elles nous sont totalement inconnues sous nos latitudes tempérées. Lors de la tempête historique d'octobre 1987 qui a si durement touché la Bretagne, une valeur à 958 hectopascales a été relevée à Douarnenez, très proche du centre dépressionnaire, dont on peut estimer qu'il était autour de 950 hectopascales. Dans l'Atlantique Nord, les valeurs extrêmes avoisinent les 930 au cœur des dépressions les plus creuses en plein hiver. Les pressions encore plus basses relevées au sein des systèmes tropicaux s'expliquent par l'incroyable dégagement de chaleur latente au moment de la condensation d'immenses colonnes d'air chaud et très humide. Cette chaleur, devenue sensible, dilate la colonne d'air, ce qui a pour effet d'abaisser considérablement la pression en surface. Or, la virulence de ces mouvements ascendants dépend de la différence de température entre les eaux océaniques de surface et la haute altitude. C'est ce que l'on appelle le gradient thermique vertical. Plus les eaux sont chaudes et le gradient thermique vertical important, plus la pression atmosphérique va pouvoir s'abaisser en surface. Dit autrement, si le cyclone est un moteur, alors l'eau chaude est son carburant et le gradient thermique vertical son rendement.
On entend que la fréquence des cyclones tropicaux n'a pas augmenté ces dernières décennies. Est-ce vrai ? Et oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il n'est pas prévu d'augmentation de la fréquence au cours du XXIe siècle, et ce, malgré l'augmentation des températures de surface de la mer. Ce résultat, en apparence contre-intuitif, s'explique. Dans le cadre du réchauffement climatique, la haute atmosphère a tendance à se réchauffer plus vite que la surface dans la zone tropicale, diminuant légèrement le fameux gradient thermique vertical dont on vient d'expliquer l'importance. Par ailleurs, d'autres paramètres peuvent inhiber la formation des cyclones tropicaux, comme le cisaillement vertical des vents. Ce sont des changements de direction et de vitesse du vent avec l'altitude. Cependant, les climatologues projettent une augmentation de leur intensité. On risque d'avoir une proportion plus importante d'ouragans de haute catégorie 3, 4 ou 5, et c'est d'ailleurs le cas. Dit autrement, quand les conditions seront réunies pour que des ouragans se forment et se développent, ils seront plus intenses et associés à des destructions plus importantes. Il va falloir s'y préparer. Oui, le souci, c'est que les zones touchées n'ont souvent pas les moyens de le faire. Et la Jamaïque, Cuba, on avait vu le cas aussi avec d'autres îles, comme Haïti, qui est un peu emblématique, effectivement, non, elles n'ont pas les moyens d'y faire face. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions d'Agir pour tous ? Oui, alors notre prochain rendez-vous avec le cinéma Le Scénario se tiendra le jeudi 20 novembre à 20h30. En partenariat avec l'association ornithologique Falco de Saint-Malo-de-Filly, nous accueillerons pour une projection commentée Éric Médard, photographe naturaliste et auteur de nombreux ouvrages. Il nous emmènera à la découverte des animaux sauvages qui vivent juste là, sur le pas de notre porte, et nous contera quelques rencontres mémorables, ses techniques photographiques et comment il se cache à la vue de tous ces animaux qu'il aime tant photographier. Et est-ce qu'on a des nouvelles de Mobilité pour tous, du projet Mobilité pour tous ? Oui, alors nous soutenons le développement de Mobilité pour tous par plusieurs actions, une campagne de communication plus importante, notamment sur les réseaux sociaux, le recrutement d'animateurs mobilité bénévoles sur les 38 communes du territoire des Vallons de Vilaine. Ils vont nous remonter une information plus précise sur les besoins et idées du terrain et pourront également encourager à l'usage plus régulier du site. D'autre part, nous poursuivons notre réflexion avec des entreprises du territoire et des communautés de communes pour développer l'utilisation professionnelle de la plateforme. Là encore, retrouvez Mobilité pour tous à l'adresse mobilitépourtous.org. Et comment se passent nos actions avec le lycée Saint-Yves de Bonne-Bretagne ? Oui, alors nous poursuivons notre action au long cours avec les élèves de terminale sur la mobilité quotidienne sur les territoires et notamment la conception et l'organisation d'un second rendez-vous des mobilités fin mars sur la commune de Bonne-Bretagne. D'accord. Et est-ce que tu as des nouvelles sur la forêt comestible pédagogique ? Oui, plusieurs actualités. Un nouveau créneau d'activité est prévu mi-novembre, c'est-à-dire bientôt pour planter les 10 pieds de vigne et leurs supports, désherber et réfléchir aussi aux futurs aménagements. Avec le soutien de la Fondation Crédit Agricole, deuxième point, nous allons mettre en place des ateliers de formation pour tous les âges. Et j'ai également entendu parler de la caravane des transitions. De quoi s'agit-il ? Alors, le réseau idéal, qui regroupe plusieurs associations environnementales sur le territoire de Retier, a développé un très beau support d'animation itinérant, la caravane des transitions. Il comprend notamment les supports de l'exposition sur le climat que nous avons déjà utilisé à plusieurs reprises. Le tout est parfaitement agencé dans une remorque qui permet d'assurer la mobilité du dispositif. Le réseau idéal, qui fait une pause dans son action, a décidé de nous faire don de ce matériel. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr, alors tu peux le faire directement sur notre site internet agirpourtous.org. Et bonne nouvelle, nous avons baissé le prix de la cotisation annuelle à 10 €. Elle est toujours gratuite pour les collégiens et lycéens. Et tu retrouves tous les épisodes de notre rubrique sur Spotify, Deezer et sur le site de Radio Laser. Podcast, les patates chaudes sont à l'antenne. Eh bien, à bientôt Pierre-Emmanuel. Au revoir Quentin. Au revoir.